vous avez une foule de populations au Soudan qui sont africaines et qui ne sont pas arabes, et qui, à l'origine, ont une culture et une langue qui leur est propre. Au Darfour, c'est le cas des Fours et des Massalites, par exemple. Dans le nord, c'est le cas des Nubiens. Dans le sud, des Dinka, des Moued, des Chinook. Vous avez en réalité plusieurs centaines de langues africaines qui sont parlées au Soudan. Et hélas, le gouvernement soudanais passe à côté de cette richesse culturelle en ne prenant en réalité qu'une seule culture, qui est la culture arabe. Donc aucune autre langue n'est enseignée. Enfin, c'est compliqué, mais pour schématiser, je veux dire qu'aucune langue, en tout cas dans l'enseignement primaire ou secondaire, aucune langue africaine n'est enseignée. On n'enseigne qu'en arabe. Et donc, on a petit à petit des cultures qui disparaissent. Le cas de la Nubie est assez intéressant au Soudan, hélas. Les jeunes enfants nubiens, il y a encore plein de gens qui parlent nubien, mais la langue perd beaucoup de terrain dans le un pouvoir de plus en plus important dans le pays, et ce pouvoir est doublé d'une imposition d'une culture qui est à la fois musulmane et arabe exclusivement. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a des chrétiens ou des animistes dans le pays et qu'on parle d'autres langues que l'arabe dans le pays, mais l'idée est progressivement d'imposer la culture musulmane et arabe à l'ensemble du pays. Alors en réalité, le phénomène est ancien, si ce n'est qu'avant, il était progressif et souvent volontaire. C'est-à-dire que beaucoup de populations qui s'arabisaient volontairement. On a pas mal de cas où les gens très souvent associaient le fait d'être musulman et le fait de parler arabe, et donc des populations en même temps poussées par l'exode rural et par l'islamisation s'arabisaient, j'allais dire, normalement, c'est-à-dire se considéraient petit à petit, après quelques générations, comme des Arabes, mais ce phénomène est maintenant, depuis les années 80, largement imposé par les autorités. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les écrivains vont faire de cette dualité, de cette multiculturalité dans le pays. Alors, on ne peut pas parler de la littérature soudanaise sans parler de Taïeb Saleh. C'est le grand écrivain du Soudan traditionnellement. Ça a longtemps été un des seuls écrivains soudanais arabophones à être traduit dans les langues européennes. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc, c'est effectivement un écrivain majeur qui est reconnu pas seulement au Soudan, mais dans le monde arabe de manière générale. Et il a écrit un livre qui fait date, qui s'appelle Saison de la migration vers le Nord. Le livre existe en français, en anglais, et il a beaucoup marqué, surtout dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle les études postcoloniales. C'est-à-dire que c'est devenu un cas d'école. Pourquoi ? Parce que une partie de la trame du roman, c'est ceci. Vous avez un Soudanais qui... donc le roman se passe en partie au Soudan, en partie à Londres. Et à Londres, vous avez un étudiant qui s'appelle Mustafa Saïd. C'est un étudiant soudanais qui... on est juste... le livre a été écrit dans les années 60, on est au sortir de la période coloniale. Si vous voulez, symboliquement, Mustafa Saïd va se venger du colonialisme britannique en séduisant des jeunes filles, donc pour ensuite les pousser, ou en tout cas pousser certaines d'entre elles au suicide. Donc on peut... Alors dans les études postcoloniales, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié, c'est une manière si vous voulez, c'est la revanche d'un peuple opprimé qui se venge par la sexualité. Si vous pensez à J'irai cracher sur vos tombes, par exemple, vous avez des phénomènes similaires dans la littérature. Mais ce qui est intéressant dans le livre, pour moi, c'est la manière dont Taïeb Saleh va s'emparer de l'identité de son pays. C'est-à-dire que Taïeb Saleh était un auteur du Nord, arabophone, et il va, en tout cas en apparence, revendiquer une double appartenance. Et on retrouve ça dans la plupart des études sur saison de migration vers le Nord. Vous trouvez par exemple ce passage, c'est un dialogue entre une jeune Britannique et Mustafa Saïd, et la femme est étonnée, elle n'arrive pas, elle est en face d'un Soudanais, elle n'arrive pas à comprendre si elle est en face d'un Arabe ou d'un Africain, puisqu'il est les deux justement. Et donc elle dit ceci, mais de quelle race êtes-vous, me demanda-t-elle. Êtes-vous africain ou arabe? Et je suis comme Othello, arabe et africain, répondis-je, et avec une référence évidemment explicite à la culture britannique. Oui, dit-elle en regardant mon visage, votre nez ressemble à celui des Arabes sur les photos, mais vous n'avez pas les cheveux raides et noirs des Arabes.
Effectivement, c'est bien moi. Mon visage est arabe, comme le désert du Jebel Khalid, donc c'est un désert qui se trouve dans la péninsule arabique. Mais ma tête est celle d'un Africain s'agitant comme un enfant polisson. Donc vous avez en apparence, en tout cas, un personnage qui revendique deux origines et qui dit oui, donc toi tu es une Britannique, tu es la descendante des gens qui ont occupé mon pays, etc. Et moi je suis un Soudanais, et le Soudan c'est à la fois l'Afrique et à la fois le monde arabe. Et donc ça a beaucoup été exploité en disant mais voilà c'est le tiers-monde par rapport à l'Occident, etc., etc. Cela dit, quand on lit de près le texte de Taïeb Saleh, on se rend compte qu'il revendique une origine africaine, mais il se moque de l'exotisme des Européens face à Mustafa Saïd, mais sa vision de l'Afrique, en réalité, elle est très superficielle. C'est-à-dire que c'est celle d'un arabe du nord du Soudan, en fait. Et je vous donne un exemple. Il décrit ici, donc il est à Londres, et il décrit l'univers de sa maison, qui est, dans laquelle il veut montrer qu'il est à la fois arabe et soudanais, arabe et africain, pardon. Mais si vous regardez bien, tous les côtés qui sont liés à la culture, ça apparaît dans d'autres passages aussi, qui sont liés à la culture, à l'éloquence, à la littérature, c'est le côté arabe du personnage. Et le côté africain, finalement, c'est ses traits physiques et l'exotisme, comme par exemple voilà, les palmeraies du bord du Nil, les caravanes de chameaux, les baobabs du Kordofan, les jeunes filles nues des tribus andées. Donc c'est assez intéressant de voir un auteur qui reproche aux Européens d'avoir une vision exotique du Soudan, mais lui, comme nordiste, il a une vision finalement très exotique aussi de la partie africaine du pays. Qui ne connaît pas en fait, qui ne connaît pas bien en tout cas le sud du Soudan. Et donc vous voyez, l'arabe, ce sont les livres arabes rédigés en écriture koufique, munis de couvertures ouvragées, des tapis persans, donc c'est le luxe, etc. Et l'Afrique, quand elle est décrite de manière finalement assez primitive. Donc il tombe, en tout cas c'est mon avis, dans les préjugés qu'il dénonce de la part des Européens. Alors, on a quelque chose de relativement différent, on va faire un grand bond avec ce qui se passe depuis les années, pour schématiser, je dirais depuis les années 2000. Le Soudan est un pays qui a produit énormément d'auteurs, il y a beaucoup d'écrivains soudanais aujourd'hui, d'ailleurs on en a un avec nous, Chamadan, qui est nouvelliste et romancier. On a beaucoup d'écrivains soudanais, donc vraiment une littérature très riche. Et depuis les années 2000, la manière dont la diversité culturelle du pays est mise en avant est beaucoup plus réaliste que ce qu'on trouve dans Taïeb Saleh dans les années 60. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part une réaction, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète, de la part des écrivains par rapport au pouvoir. Donc la plupart de ces écrivains, ce n'est pas le cas de tous les écrivains, mais ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, contestent la vision dominante du pouvoir qui voudrait que le Soudan soit un pays uniquement arabe et musulman, et ils vont essayer de mettre en avant le fait qu'il s'agit aussi d'un pays africain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont le faire sans nier non plus l'arabité du pays, c'est-à-dire qu'ils acceptent les deux. En tout cas, c'est le cas de certains auteurs. Alors, je vous cite ici un auteur qui est... Enfin, il n'est pas très connu, c'est Abdelaziz Barakassa qui vient de le connaître. Il s'agit de Moubarak Abdoul, qui a écrit... Alors, lui est originaire des monts Nouba, c'est une région du centre-sud du Soudan, qui subit une politique d'arabisation très forte de la part du gouvernement. Donc, c'est une région dans laquelle on parle des tas de langues différentes. Et bon, voilà, il y a une politique de la terre brûlée, des bombardements, etc., qui sont perpétrés dans la région. C'est très, très... Il se passe là-bas ce qui se passe au Darfour, mais on en parle beaucoup moins, on n'en parle pas. Et dans ce roman, donc ici je vous parle de tous les textes que je vous montre sont des textes de fiction, cet auteur des monts Nouba nous montre en fait comment l'islamisation forcée est doublée d'une arabisation forcée. Et il décrit notamment donc le faqih, c'est un personnage religieux qui n'accepte pas, si vous voulez, l'épanouissement des autres cultures. Et ça aussi, ça apparaît beaucoup dans le roman. Alors dans Le Messie du Darfour,
Baraka Sakin dénonce le génocide du Darfour et il essaye aussi d'en trouver les origines. Et dans un des passages, il explique comment un responsable du gouvernement va essayer, donc si vous voulez, dans les pages précédentes, il explique comment les Arabes et les Africains, pendant des siècles, ont vécu en harmonie au Darfour. Et comment un jour, un représentant du gouvernement essaye de monter les tribus arabes contre les tribus africaines. Donc il invente quelque chose, il dit, donc il faut vous défendre contre les exactions des tribus de Noirs. Alors il lui demandait, mais qui sont ces Noirs? Donc c'est les chefs d'une tribu arabe du Darfour. Et alors il leur expliquait alors qui étaient les Noirs, ce qui les rendait confus, car tous les traits utilisés pour les décrire correspondaient parfaitement à chacun d'entre eux. Donc vous avez les membres d'une tribu arabe qui disent, ah mais ça c'est des Noirs, oui mais donc c'est nous, vous voyez, et alors il avança un autre argument pour les convaincre. Comme il n'arrive pas à leur dire vous devez vous soulever contre les Noirs, parce qu'ils sont Noirs aussi, il dit les tribus des Fours, donc les Fours c'est la population qui a donné son nom à la région du Darfour. Des Arabes, des Massalites et des Dajos auraient développé un plan secret pour se débarrasser des Arabes au Darfour afin de diviser la région en 3 petits États. Un pour les Fours, un pour les Agawa et un pour les Massalites. Où allaient se retrouver les Arabes dans tout ça? Et alors, après ça, finalement, les Arabes et les Africains vont se battre dans la région. Alors, un autre élément, alors je vais terminer par ça. Donc, jusqu'ici, ce que je vous ai montré, ce sont des auteurs soudanais. Les uns se revendiquent comme arabes, les autres comme africains. Bon, par exemple, quand vous parlez avec Abdelaziz Baraka Sakin, c'est intéressant parce que alors, bon, comme beaucoup d'écrivains, ils ne disent pas toujours exactement la même chose, mais parfois ce qu'il dit, c'est que voilà, il se considère comme un Africain, mais voilà, il écrit en arabe parce que c'est la seule langue qu'il connaît, qu'il maîtrise, mais il se considère donc comme un écrivain africain arabophone. Puis vous avez d'autres auteurs soudanais comme Khaled Erwais, etc., ou peu importe d'ailleurs ce qu'ils se considèrent, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque justement on peut avoir on peut être à la fois nubien et arabe, etc. Mais vous avez maintenant cette nouvelle génération dont je vous parlais tout à l'heure, notamment dans le sud du Soudan. Donc aujourd'hui, le sud du Soudan est indépendant. La langue officielle, c'est l'anglais. À côté de ça, on parle toute une série d'autres langues, le Dinka, le Nouer, le Chilok, etc. Alors, traditionnellement, les auteurs du sud du Soudan, ils écrivaient en anglais, parce que c'était la langue pendant la période coloniale britannique, la langue d'éducation, qui est restée la langue d'éducation, et si vous voulez, les noms sont ceux qui ont été glorifiés et priés. Et donc, en fait, en gros, il va expliquer aux gens que petit à petit, il faut laisser tomber les noms africains et prendre des noms arabes. Donc, vous voyez, dans ce roman, on a une description assez intéressante de comment le gouvernement, mais aussi les religieux, qui sont finalement deux faces d'une même pièce, vont pousser les gens l'auteur lui-même est musulman, hein, mais donc il décrit comment la région est progressivement islamisée de force et comment cette islamisation s'accompagne d'une arabisation, hein, qui n'est pas forcée. Enfin, vous avez des pays comme la Turquie, l'Iran, où les gens ont gardé leur langue sans adopter l'arabe. Mais ici, le Faki explique, voilà, si tu veux devenir un bon musulman, un vrai musulman, tu dois abandonner ta langue africaine et devenir un arabe. Alors ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple est tiré d'un livre, un roman des années 2000 aussi de Khaled Erwais, donc Une nation derrière les barreaux. Et là, vous avez une jeune fille du sud du Soudan qui s'appelle Marie et qui dialogue avec une arabe du nord du Soudan. Et cette jeune fille arabe déplore le fait que son pays, depuis qu'il y a un gouvernement islamiste, a complètement changé et est devenu beaucoup moins tolérant. Et donc, elle s'adresse à Mary, donc, qui est une sudiste, et dit, voilà, la nouvelle religion a tué mon père, elle a tué plein de gens. Et alors elle dit, notre nouvelle religion, elle veut vous tuer parce que vous êtes des impies. Notre nouvelle religion a brisé les statues qui se trouvaient à l'université, etc., etc. Donc le roman montre comment à la fois